Normalement. D'accord. Alors, pour commencer, j'aimerais revenir à la partie du cours que nous avons vue la dernière fois. Nous avons parlé des fonctions de gestion, nous avons parlé de la planification, de l'organisation, de la direction, du contrôle. Nous avons parlé du contrôle et il y a un petit paragraphe que bon, le dernier diapo, en fait, je l'ai oublié, j'ai oublié de le faire. Il parle des types de contrôle. Bien sûr, vous allez le trouver dans le chapitre que je vous ai envoyé. Donc, il y a le contrôle proactif, concomitant, et le contrôle rétroactif. Donc, le contrôle proactif, c'est le contrôle qu'on fait avant le démarrage de l'activité. C'est, par exemple, le contrôle des machines, éventuel entretien des machines avant le démarrage de l'activité afin d'éviter les mauvaises surprises. Le contrôle concomitant, c'est un contrôle qu'on fait au moment de l'activité, c'est-à-dire dans le processus, par exemple, de production. On fait en même temps le contrôle pour éviter les problèmes et interruptions du processus. Et le dernier contrôle, c'est le contrôle, qu'est-ce que j'ai dit? C'est le contrôle rétroactif, voilà. Rétroactif, c'est le contrôle qui se fait pour après l'activité. Une fois l'activité terminée, l'action est terminée, c'est pour d'éventuels, pour les prévenir contre les problèmes qui vont subvenir dans le futur. Donc voilà, juste je voulais finir avec cette partie avant de commencer le TD que nous allons faire aujourd'hui. Je vous ai envoyé le TD dans la rubrique conversation. Donc vérifiez si vous l'avez bien reçu. Alors vous voyez le TD? Vous avez le TD? Oui, non. Hein, Google, le cas Google. TD2, chapitre 1, gestion. Le TD que je viens de vous envoyer, non? Non, madame. Non, je vais le renvoyer alors, une deuxième fois. TD2, cas Google. Vous l'avez maintenant? Oui, madame, c'est bon. Très bien. Lisez-le alors. Pendant cette séance, on va faire ce TD et une partie du troisième TD. Juste pour être au niveau de l'autre groupe IA2. Donc, je vais vous donner un peu de temps pour lire le TD. Après, on va répondre aux questions. Vous préférez le lire en silence tout seul ou bien le lire ensemble? نقراو وحدنا خير مدام. Ben, اقراه وحدكم.
Si vous avez fini la lecture, vous me mettez au courant. Donc, est-ce que vous avez terminé la lecture du cas Google?
Oui, madame, عملنا. كملت. Ben, très bien. Alors, on va répondre aux questions. On va commencer par la première question. Google figure dans le top 3 des employeurs de rêve. Pourquoi? Bon, vous avez bien lu le cas, donc est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Pourquoi Google figure dans le top 3 des employeurs de rêve? Pourquoi les ingénieurs aimeraient intégrer cette entreprise, faire partie de cette entreprise? Pour quelles raisons? Pourquoi? Ils utilisent une approche différente du conventionnel et donnent beaucoup de liberté aux employés. Donc, leur système de gestion qui responsabilise, qui donne la liberté, ça peut être un avantage. Moi, je pense que... Est-ce que vous avez d'autres réponses avant de vous dire ce que je pense? Par exemple, la liberté, il s'agit donc de les autoriser à passer 20% de leur temps au bureau sur un projet qui n'a rien à voir avec leur travail. Donc, cette liberté de faire 20%, de consacrer 20% à quelque chose qui n'a rien à voir avec Google, ça peut, pour ceux qui, par exemple, n'ont pas fini de travailler sur leur projet ou d'autres projets, d'intégrer Google tout en continuant à travailler sur leur projet. Donc, le fait d'intégrer l'entreprise Google, ce n'est pas un frein pour quelqu'un qui a d'autres projets sur lesquels il travaille. Donc, ça peut être cette souplesse et cette liberté, si on peut dire. Elle peut encourager les gens à vouloir intégrer ce genre d'entreprise. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être intéressant? Ils considèrent tous les employés comme équivalents, donc il n'y a pas de hiérarchie, peut-être. Oui, mais pour quelqu'un qui n'a pas encore, n'est pas encore entré à cette entreprise, n'a pas vu le système et la façon de diriger cette entreprise, ne peut pas, ça veut dire être motivé à vouloir intégrer Google, parce qu'il n'est pas peut-être bien au courant de comment ça se passe à l'intérieur. Mais déjà, quelqu'un, ingénieur, qui a fini ses études ou qui a une certaine expérience, vouloir intégrer Google est un objectif. Pour quelle raison? Avant d'y entrer, de savoir connaître les différentes façons de diriger, d'organiser l'entreprise qui sont différentes de ce qui est conventionnel. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait intéresser les ingénieurs, vous en tant que futur ingénieur, vouloir intégrer Google? C'est pourquoi c'est un rêve? Parce qu'il paye bien. Il paye bien, oui, bien sûr, pour la rémunération. Il paye très bien, même. Parce qu'il y a espace pour la créativité et l'innovation. On ne juge pas et les espaces Google sont très... ça... معناها madame باهين les employés. C'est-à-dire l'ambiance au travail, l'espace agréable, etc. C'est une grande entreprise. Les conditions du travail. Et Oui, l'esprit en fait. collectif.
L'esprit collectif. En fait, bon, bien sûr, vous avez parlé de la rémunération et c'est très intéressant aussi de savoir que on rêve d'intégrer une entreprise qui paye bien les employés, bien sûr, n'est-ce pas? Dans le parking de Google, j'imagine les marques de voitures qui sont des voitures de luxe, n'est-ce pas? Donc, la rémunération qui peut être très intéressante. Il y a aussi le prestige. Est-ce que Google, c'est n'importe quelle entreprise? Elle est connue à l'échelle internationale, elle a une réputation. C'est une grande entreprise. On veut y intégrer aussi pour le prestige qu'elle offre, n'est-ce pas? Hmm. C'est un plus pour toute personne d'avoir travaillé chez Google. D'ailleurs, ils disent que c'est 25 fois plus difficile d'intégrer Google qu'Harvard. Ça veut dire que c'est très difficile déjà d'être accepté. C'est-à-dire, si vous avez eu cette chance d'intégrer Google, c'est-à-dire que vous êtes exceptionnel. Pourquoi? Ils sont comment au niveau de l'entretien? Très sélectif. Oui, exactement, très sélectif. Qu'est-ce qu'ils cherchent chez les ingénieurs? La créativité et l'innovation. Alors, les ingénieurs, ils sont connus pour quelle qualité d'habitude? On les prend pour quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent maîtriser? La technique. Oui, la technique, donc ça c'est le minimum. Mais pour Google, c'est pas suffisant. Il faut pas seulement être fort techniquement, mais aussi il faut être créatif et avoir le sens des affaires. C'est-à-dire créatif et penser à des projets qui sont commercialisables, qui peuvent rapporter de l'argent. Donc, c'est ça, avoir le sens des affaires. Et être bien sûr fort techniquement, créatif. Il dit d'ailleurs que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve généralement tous les jours, c'est-à-dire chez les ingénieurs. Donc, il faut détecter les talents, les personnes qui ont ce talent. Donc, ils sont très sélectifs, comme vous venez de dire, au niveau du recrutement. Donc, on imagine que les profils qui travaillent chez Google sont des personnes quand même d'un très haut niveau. Un très haut niveau. Alors, passons à la question suivante. Comment Google arrive-t-il à motiver ses employés? Alors, d'une façon générale, la motivation, quand on parle de motiver, on a dit le système de direction, comment le directeur, il gère les équipes de travail. Parmi les tâches que doit faire le directeur dans sa gestion, c'est la motivation. Il doit motiver, d'accord? Il doit guider, il doit résoudre les problèmes, les conflits, il doit motiver. Donc, la motivation, on a dit, on a parlé de la motivation et parfois, elle est en fait liée à deux choses. À deux choses, la motivation. On est motivé à faire quelque chose parce que on a peur des sanctions si on ne le fait pas, n'est-ce pas? Ou bien parce que on est récompensé, n'est-ce pas? Laquelle est choisie par Google? La récompense. La récompense. Donc, est-ce qu'elle pratique le système de sanctions? Non, même si ils ont dit que même si une application échoue et tout, il encourage celui qui l'a fait et tout. Oui, ça ne représente en aucun cas un échec. Même un projet qui n'aboutit pas, c'est pas un échec. C'est une réussite en elle-même et pour cela, il est promu, il est récompensé, il y a la reconnaissance derrière ça. D'accord? Donc, la motivation par la récompense.
D'une façon générale, la personne, pour la motiver, il y a la nature du travail en lui-même. Il faut que le travail en lui-même corresponde aux compétences de la personne, à ses aspirations, son savoir-faire, à ce qu'elle elle est épanouie dans ce qu'elle fait. Ça, c'est une forme de motivation, donc liée au travail. Il y a aussi la motivation, donc c'est la première motivation, c'est intrinsèque, et la motivation extrinsèque, elle n'est pas liée directement à la nature du travail accompli, mais aux conditions du travail. Est-ce que la nature du travail peut être ici une source de motivation? Est-ce qu'elle est une source de motivation? Est-ce que le fait de donner à une personne la responsabilité entière sur le projet sur lequel elle travaille peut être motivant? Oui. Donc, le fait de responsabiliser, de faire confiance, peut aussi être une forme de motivation. On te donne un travail périlleux, ça veut dire risqué, un projet même les plus risqués, mais on te fait confiance et on te responsabilise, on te donne l'entière responsabilité par rapport à ce travail-là. Et aussi, il a parlé donc des conditions de travail. Ils sont comment? Est-ce qu'elles sont motivantes, les conditions? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce qu'ils sont à l'aise dans leur travail? Est-ce que les conditions matérielles sont propices à un bon travail? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Oui, Oui, comment? ils leur fournissent des salles, Salle de musique, mur d'escalade, plusieurs salles de repos, n'est-ce pas? oui, Donc, à part ça, l'ambiance au travail, elle est basée sur la communication, le partage. Le supérieur hiérarchique n'est pas là pour vous, c'est-à-dire diriger, il est là pour, bon, il a dit donc, il est là pour vous guider et les évaluations sont réciproques. Donc, il n'y a pas, le directeur n'est pas là pour vous donner des ordres, mais pour vous guider, montrer comment accomplir le travail avec la meilleure façon. Donc, il y a ce partage, il y a la bonne communication. Donc, on peut en déduire qu'il y a une bonne ambiance, une ambiance motivante sur le lieu de travail. D'accord? Donc, la motivation, elle peut être donc liée à ces conditions. On motive les employés en les responsabilisant, on motive les employés en leur faisant confiance, avec une bonne communication, un bon partage, les bonnes conditions de travail qui sont offertes par l'établissement, salle de repos, les différentes salles de musique, etc. Est-ce qu'il y a une autre motivation? Est-ce qu'il y a une autre motivation qu'on peut citer? Si on met les challenges et les défis, est-ce que c'est motivant ou au contraire, c'est, on va dire, réprimant? c'est motivant. C'est motivant quand on met les challenges. Alors, les challenges ici, chez Google, ils sont mis aussi pour défier les personnes à faire mieux, plus
10 fois. On parle donc des projets qui sont... donc, c'est donc la dernière partie, la force du collectif. Le dernier paragraphe, il parle du défi, 10 fois, 10 fois plus. 10 fois plus, donc pousser les gens à faire mieux, plus, etc. Changer leur mode de travail afin de réaliser les objectifs et faire plus et mieux. Mettre des défis. Donc, ça peut être une autre façon de motiver. D'accord? Maintenant, on va essayer de citer les différents principes, d'écrire les différents principes sur lesquels se base le mode de gestion de Google. Vous vous rappelez les fonctions de gestion, la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Dans cet article, on ne parle pas donc de toutes ces fonctions, mais on peut en déduire les modes, les principes de gestion. Par exemple, en ce qui concerne l'organisation du travail, la structure organisationnelle, comment elle est définie? La relation entre les niveaux hiérarchiques. Confiance, madame. Oui, bon, il y a la confiance, mais il y a, comment, ça veut dire les rapports entre les différents niveaux hiérarchiques. On parle de même pied d'égalité. Ça veut dire les niveaux ne sont pas faits de façon à ce qu'on voit qu'il y a une hiérarchie où il y a quelqu'un qui va donner les ordres et l'autre qui va les appliquer. Quelqu'un qui va prendre les décisions et l'autre, il va les appliquer. Mais il y a une bonne communication, un partage et il a parlé donc de guider et ne pas commander, d'accord? Donc, le supérieur, il guide les autres et ne les commande pas. Et les évaluations, il a dit, sont réciproques. Ça veut dire que tous les niveaux sont au même pied d'égalité. D'accord? Pour la direction, donc, on voit que ils sont dans quel style? Est-ce qu'ils sont dans le style autoritaire, le style paternaliste, consultatif ou participatif, si vous avez bien vu le cours, le chapitre, la partie que nous avons traitée dans le cours la dernière fois. À votre avis, quel est le style de direction appliqué? Participatif, le dernier. Participatif. Comment vous en avez déduit? Si un employé, ils ont dit que si un employé veut creuser dans un projet, il lui donne l'accès à d'autres informations et tout. Il ne prend pas l'accord c'est pas qu'il ne prend pas l'accord, c'est il a le droit de prendre des décisions. D'accord. Donc, il y a le côté décisionnel. Tu participes dans la prise de décision, on te responsabilise, on te laisse le projet, on te responsabilise là-dessus, on te fait confiance, tu prends les décisions nécessaires et donc tu participes de façon autonome à la prise de décision. Et quant aux motivations, elles sont par la récompense. Ils sont dans la récompense, ils ne sont pas dans la sanction. C'est un style différent du style autoritaire où la prise de décision, par exemple, est centralisée et où les motivations sont principalement des sanctions. Donc, on voit que c'est un style participatif. Il laisse donc une certaine liberté aux employés, la responsabilisation, la confiance, la bonne communication et la prise de décision de façon autonome.
Même au niveau des évaluations et de contrôle, c'est des évaluations qui se font dans les deux sens, réciproques. Quant à la communication, ils ont parlé d'un point très important entre les dirigeants et les employés. Ils ont parlé de la transparence. Ça veut dire que la vision est communiquée, ça veut dire les objectifs où on veut aller. La vision de l'entreprise, c'est où l'entreprise veut aller dans le futur, dans sa stratégie, sa vision, qu'est-ce qu'elle veut devenir. Cette vision, elle est communiquée. Il y a aussi beaucoup d'autres informations qui sont communiquées, comme par exemple les personnes qui sont recrutées, transparence totale par rapport aux objectifs. Et tout ça, c'est pour quel objectif? Qu'est-ce qu'ils veulent instaurer? Je crois qu'ils veulent donner aux employés l'idée que nous avons besoin de vous. Sans vous, on ne pourra plus arriver, on pourra pas arriver où nous sommes maintenant. Oui, donc vous êtes important, vous allez participer dans notre vision, dans le futur, dans la réalisation de notre stratégie. Donc, si on vous cache rien et la transparence, cette communication basée sur la transparence, c'est une manière aussi de dire que vous appartenez à cette entreprise et tout ça, ça nourrit le sentiment d'appartenance et d'engagement vis-à-vis de cette entreprise, c'est-à-dire les objectifs de l'entreprise sont nos propres objectifs et on va contribuer à la réalisation de sa vision, de sa stratégie, de ses objectifs. Donc, c'est une manière de dire que vous faites partie de notre entreprise, on compte sur vous, vous êtes très important, on ne vous cache rien, ça veut dire que vous faites partie de notre entreprise, même si le nombre des collaborateurs est très élevé, mais ils travaillent comme s'ils sont tous ensemble pour réaliser les objectifs et la vision de l'entreprise. Il parle aussi de la force du collectif, dans ce sens, c'est-à-dire on a des profils différents, mais la différence qui fait la force. Et ensemble, on peut arriver à réaliser les objectifs. N'est-ce pas? Alors, est-ce que vous avez d'autres remarques, des questions? Est-ce que ça a été clair? Oui, madame. D'accord. Donc, on va passer maintenant au troisième TD. On va faire juste une première partie pour être au même niveau que l'autre groupe. Alors, ce TD, il porte sur la partie planification. مدام Oui. معناتك يحكينا على المود دو جيستيون في لونتربريز بار اكزومبل ينجموا يكونوا مش الأربعة موجودين، ينجم يكون مثلا لورغانيزاسيون والبلانيفيكاسيون تاع الكونترول ما حكاش عليه ولا حاجة، ولا اوبليغاتوارمون نحكي على الأربعة. Oui, bien sûr. Par exemple, ici, ils n'ont pas parlé de la planification. Donc, ils ont parlé comment le mode de gestion est basé sur une culture de l'innovation, un modèle, par exemple, hiérarchique
hein, la structure organisationnelle hiérarchique qui n'est pas conventionnelle, ça veut dire qu'il n'est pas habituel. On n'a pas l'habitude de voir ce modèle hiérarchique. Donc, comme on a dit, toute entreprise, elle adapte sa structure organisationnelle hiérarchique à ses objectifs, à sa taille, à son environnement, à sa situation. Donc, forcément, ici, on n'a pas vu tous les détails par rapport au mode de gestion. Ils ont parlé de certains points qui font la différence de Google par rapport aux autres entreprises. Donc, le TD 3, je viens de vous l'envoyer. Alors, pour revenir à la partie planification que nous avons vue la dernière fois, alors vous vous rappelez bien qu'on a parlé que dans la planification, il y a la mise en place des objectifs, l'élaboration de la stratégie, d'accord? Et pour cela, il faut faire un diagnostic interne et externe et les mettre de façon claire dans une matrice, la matrice SWOT. N'est-ce pas? Donc, cette matrice, en fait, on a notre exercice sur cette matrice, mais on ne va pas le faire parce qu'on va commencer juste par l'exercice 1 pour être au même niveau que l'autre groupe. L'exercice 1, il parle de la formulation des objectifs. On a dit que quand on veut mettre en place des objectifs, il faut faire attention à ce que les objectifs soient SMART, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'un objectif SMART? On a parlé de ça oralement. On n'allait pas le trouver. Smart. Donc, SMART, S pour Spécifique. spécifique. Oui, un objectif bien clair, spécifique par rapport à une activité, par rapport à une action, simple aussi. M pour dire Mesurable. mesurable, d'accord? A, atteignable, oui, en anglais, achievable. Atteignable par rapport aux ressources de l'entreprise, les ressources disponibles. R, Réalisable par rapport à la situation de l'entreprise. oui, réalisable par rapport à la situation de l'entreprise. Et T, Temporellement défini. Temporellement défini. Donc, il faut limiter le temps, prévoir le temps pour lequel l'objectif sera réalisé. Donc, vous avez le TD devant vous, le premier exercice. Oui, madame. Donc, le processus, donc ça c'est par rapport au processus de gestion de la planification. Commentez les objectifs suivants en rapport avec leur formulation en précisant s'ils sont SMART. Premier objectif, je lis. Au cours d'une réunion avec ses vendeurs, le chef du service commercial leur annonce que les ventes du produit A ont stagné au cours de l'année écoulée et qu'elles doivent absolument progresser de manière importante au cours des 2 années qui viennent. Est-ce que c'est un objectif SMART? Non, car qu'il suggère une progression de manière importante, ce qui ne peut pas être réalisable. Pourquoi importante, c'est pas réalisable? Parce qu'on ne sait pas les conditions où
je sais pas comment dire. La société est dedans, donc je sais pas. Donc, par rapport aux informations que nous disposons, parce que pour connaître la situation d'entreprise, il nous faut plus d'informations, plus de détails. Mais on va juger les objectifs selon l'information qu'ils présentent. Donc, est-ce qu'il est spécifique déjà l'objectif? Non, Il n'est pas spécifique. Il parle des ventes du produit A. Donc, réunion avec les vendeurs. Le chef de service commercial, il est en train de fixer un objectif par rapport aux ventes du produit A. Est-ce que c'est pas spécifique, ça? ah oui, oui, c'est spécifique. Donc, c'est spécifique parce qu'il spécifie cet objectif, c'est par rapport à tel produit. Donc, les ventes ont stagné au cours de l'année écoulée. Et elles doivent absolument progresser de manière importante au cours des 2 années qui viennent. Donc, qu'est-ce qu'on reproche? Est-ce qu'il est mesurable? Non, il n'a pas précisé de combien on peut augmenter. Oui. Voilà, quand il dit progresser de manière importante, ce qui est important pour l'un peut ne pas être important pour l'autre. Et le fait de dire que progresser de manière importante, comment nous pourrons contrôler si l'objectif a été atteint? Il faut préciser de combien pour savoir si effectivement est-ce que les ventes ont progressé de manière bien définie. Donc, il n'est pas mesurable. Et cet objectif, on ne pourra pas le fixer comme objectif et comparer les réalisations par rapport à cet objectif. Donc, il n'est pas mesurable. Après, est-ce qu'il est limité dans le temps? Oui. Oui, donc il a précisé au cours des 2 années qui viennent, il y a la fixation du temps. Réaliste et ça veut dire atteignable et réalisable, on ne peut pas juger parce qu'on n'a pas les données nécessaires pour ce jugement. D'accord? Mais déjà que on remarque qu'il n'est pas mesurable, donc ce n'est pas un objectif SMART. D'accord? C'est clair? On passe à l'objectif suivant. Le directeur technique d'une société agroalimentaire annonce à ses chefs d'atelier que la productivité de leur agent de production doit tripler au cours des 3 prochains mois afin de compenser la hausse des prix de certains intrants, output, tout en maintenant le coût de revient et le prix de vente au même niveau. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à cet objectif? Est-ce qu'il est d'abord... Atteignable. Est-ce qu'il est smart, oui ou non? Est-ce que c'est un objectif SMART? Non, Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? il n'est pas atteignable. Comment vous en avez déduit? Car il veut augmenter la productivité au cours des 3 prochains mois, tripler. Triplé, ça veut dire fois 3 pendant donc 3 mois et Durée. Courte durée et il demande triplé. Donc, est-ce qu'il est spécifique déjà? مادام كنقول سبيسيفيك معناتها ما نعرفش وين باش نخلط. Spécifique, ça veut dire c'est un objectif fixé par rapport à une activité bien précisée. Il n'est pas vague. Il est bien défini. Bien oui, clair. madame, il est spécifique. D'accord. Donc, il parle de la productivité des agents de production. Alors, cet objectif spécifique, et est-ce qu'il est mesurable?
Oui. 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 Elle a dit Triplé, donc fois 3. Est-ce qu'il est limité dans le temps? Oui. oui. 3 Au mois. cours des 3 mois. 3 mois. Atteignable ou réalisable? Vous avez dit non. Parce que vous avez compris qu'il y a un problème de réalisation par rapport déjà objectif, donc élevé, la fixation d'objectif, on veut atteindre quelque chose de assez quand même élevé, 3 fois, productivité fois 3, pendant 3 mois seulement, et en plus, il nous parle un petit peu de la situation. Il dit les prix de certains inputs, certaines matières, le prix a augmenté. Donc, il veut qu'on augmente la productivité. La productivité, ça veut dire par rapport au temps. On produit la quantité supérieure en même temps. Au lieu, par exemple, pour chaque journée, on produit 50 unités, il veut que la productivité augmente, elle devient supérieure, sans augmenter les ressources, sans augmenter la main-d'œuvre. Il veut que la productivité augmente et maintenir le même coût de revient, maintenir le même coût de fabrication, sachant que le coût de matière a augmenté. Donc, c'est déjà bizarre comment on veut garder un même coût de revient tout en augmentant, tout en sachant que la matière a augmenté de prix. Il veut aussi vendre avec le même prix, donc garder la même marge. Donc, ça paraît non atteignable et pas réalisable. D'accord? Oui, madame. Allez, on passe au dernier alors. Le directeur exécutif d'un groupe hôtelier international envoie un courrier à tous les directeurs des hôtels de la chaîne pour leur annoncer que les nuitées doivent progresser de 20% par an au moins, à tarif constant, au cours des 5 prochaines années. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un objectif SMART. Donc, on va voir. Est-ce qu'il est spécifique? Oui. Donc, il parle de nuitées. Il veut augmenter le nombre de nuitées de 20%. Donc, mesurable. Il a parlé de 20%, donc c'est mesurable. 20%. Est-ce que il a défini le temps? Oui, au cours de 5 ans. 5 années. 5 ans. Donc, il veut que par an, il y a une augmentation de 20% par an pendant 5 prochaines années. Tarif constant, ça veut dire qu'ils ne vont pas augmenter le prix des chambres, du service, et ils veulent donc attirer plus de clients, augmenter le nombre de nuitées. Bon, vu qu'on n'a pas d'autres informations sur la situation de la chaîne, ni la conjoncture par laquelle elle passe, ni sur les ressources, on peut dire que ça y paraît smart. Voilà. Il n'y a pas une information qui peut alerter sur certaines défaillances. Voilà. Donc, si vous voulez, je peux vous envoyer maintenant la correction du TD que nous venons je parle du TD numéro 2,
qu'à Google, puisque j'ai la correction. Donc, si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Est-ce que vous avez des questions? مدام كنقولوا رياليزابل و اتنيابل شنو الفرق بلاهي زوز كيف ولا Alors, justement, atteignable et réalisable, il y a la nuance, elle est très minime. Du coup, on rattache le fait qu'elle soit atteignable aux ressources de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise dispose des moyens, des ressources humaines, matérielles, immatérielles nécessaires pour accomplir cet objectif? D'accord? Ça, c'est pour atteignable. Réalisable, ça, c'est plus global. Il voit la situation de l'entreprise, par rapport à son environnement, par exemple. Est-ce qu'elle peut réaliser cet objectif? مدام Est-ce que, comment? التي اللي في سمارت ماي مربوطة بالطون ولا مش Mhm. داخلة زادة في اتنيابل ورياليزابل خاطر الطون يلعب فاكتور امبورطون في معناتها اسكو البوت متاعهم باش يكون اتنيابل ولا معناتها الكريتير اللي باش نقول بيه اسكو الطون هيكيا صحيحة ولا مربوط باتنيابل ديجا. Oui, donc déjà, quand il dit l'objectif doit être smart, ça veut dire qu'il doit être limité dans le temps. Il doit préciser le temps. Après, en fonction de ce temps, on peut juger atteignable ou pas. Vous avez raison, donc le temps, il doit être défini. Il ne faut pas oublier de préciser l'objectif doit être réalisé pour quelle période. Et selon, bien sûr, la période fixée, on peut ou bien avoir un objectif tout à fait réalisable et atteignable, comme on peut fixer un temps qui ne peut pas être atteignable. Mais il faut fixer le temps pour pouvoir juger de ce critère. Donc, ça peut être un indicateur. Le fait de fixer le temps, ça peut nous donner une idée sur est-ce que l'objectif est atteignable ou pas. Oui, madame, merci. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame? Oui. Il ne précise pas la situation de l'entreprise ou d'autres informations. Atteignable ou réalisable. Normalement, situation, mais les détails, les autres détails, نجم يزيدهم لك. وقتها on assume إنه c'est vérifié. Écoutez, si par exemple on vous demande de juger est-ce que l'objectif SMART oui ou non, s'il vous donne des informations, vous allez juger et commenter les données qui vous ont bien précisées.
Si, ça peut donner une idée sur le caractère, est-ce qu'il est mesurable, bien par exemple délimité dans le temps, spécifique, etc. Si vous n'avez pas d'informations sur le fait qu'elle soit réalisable ou atteignable, vous n'avez pas à commenter ces données. Donc, vous allez juger que l'objectif n'est pas SMART pour les raisons en rapport avec les données qu'ils vous ont communiquées. Si vous communiquez des données sur la position, la situation, les ressources, etc., vous pouvez les juger et les commenter. Sinon, vous n'avez pas à les commenter. D'accord. Merci, madame. De rien. Donc, comme j'ai dit, on va s'arrêter là pour être au même niveau que l'autre groupe. En fait, l'autre groupe, puisque les séances se déroulent en présentiel, on s'est arrêté là et la semaine prochaine, j'ai pas de cours avec eux puisque c'est par quinzaine. Avec le système à distance, puisque chaque semaine on fait donc une séance TD et cours, je crois que si on va faire la semaine prochaine, vous allez être en avance. Donc la semaine prochaine, c'est la dernière semaine avant les vacances, n'est-ce pas? Oui, madame. Donc, vous allez être en avance. Donc, je crois qu'il vaut mieux garder le même niveau. Donc, on va s'arrêter là. Et vous allez donc réviser le chapitre 1 et les TD. Si voilà, vous avez des questions, vous m'envoyez vos questions, je pourrai vous répondre. Est-ce que vous avez autre chose? بالنسبة للكور Oui. متاع اللي فاتت كي هبطنا فيرسيون وورد معناتها مش باوربوينت نجم تبعتلنا اللي عملنا بيه في السيانس C'est pratiquement la même chose. Pourquoi vous cherchez le PowerPoint? Ce qu'il y a dans le PowerPoint, vous allez le trouver dans le cours. non خاطر في الباوربوينت منظمة بالألوان كي حاليت في شي وورد كله بالنوار يظهر Ça me rappelle les petits enfants qui aiment les livres en couleur. Donc, vous préférez réviser en couleur, c'est ça? Oui. Alors, c'est pas en PDF, c'est Word, donc vous pouvez mettre les couleurs que vous désirez. Bon, je plaisante. En fait, pour question d'équité, tout le monde, donc de tous les niveaux vont être pareils, la même chose pour tous. Je vous ai envoyé le même chapitre pour tout le monde. Donc, je ne vais pas vous faire le privilège de vous envoyer quelque chose de plus par rapport aux autres. Vous allez être, ça serait injuste par rapport aux autres. Donc, vous avez le chapitre, les mêmes TD. La correction, je viens de vous l'envoyer, je vais l'envoyer aussi au groupe IA. Et comme ça, vous allez réviser avec les mêmes données. Juste les diapos, il y a juste parce que c'est préférable d'utiliser des couleurs quand c'est une présentation, bien sûr, devant les étudiants. Voilà, mais pour réviser, vous avez tout dans le chapitre. Donc, révisez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Voilà. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose?